Alors tout d'abord, en introduction, peut-être resituer un petit peu le contexte dans lequel s'inscrivent ces problématiques de performance des équipes de développement, notamment d'un point de vue un petit peu actuel, quels sont les grands enjeux auxquels font face les équipes de développement aujourd'hui, quel est le contexte dans lequel s'inscrivent l'ensemble des développements que vous réalisez, que vous soyez une grande entreprise, un éditeur de logiciels, une société web ou une PME, vous avez des problématiques qui sont en partie différentes, mais en partie communes par rapport notamment à l'évolution des technologies. Et donc en introduction, on va faire une petite liste des points qui amènent des enjeux assez complexes et qui font que la pression sur les équipes de développement a plutôt tendance à augmenter. Et en même temps, le métier continue d'être un métier complexe avec de multiples dimensions qu'il faut savoir piloter astucieusement pour disposer de la meilleure équipe et sortir les meilleurs résultats. Alors, parmi les enjeux, on va parler de nouveaux usages, de nouvelles attentes, évidemment de nouvelles technologies, mais également de problématiques de concurrence de plus en plus rude et nouvelles, et puis de la problématique de dette technique, puisqu'en fait, le métier du logiciel étant de plus en plus ancien, on a accumulé un certain nombre de développements qu'on doit maintenir et qui se traduit par ce concept que Gartner a appelé la dette technique et qui est de plus en plus présent, et on le voit sur le terrain, handicape beaucoup les projets. Enfin, on parlera plus précisément de la performance des équipes de développement sur les problématiques déjà d'alignement, de qualité, de productivité, d'évolutivité, où j'essaierai de développer un petit peu un modèle sur la manière dont on peut articuler la dette technique et le coût que ça induit dans le temps, en fonction justement du fait qu'on a réussi ou pas à avoir un bon alignement dans ce qu'on développe, et puis les problématiques un peu plus macroscopiques de prédictibilité, enfin de créativité, qui est un peu la cerise sur le gâteau. Alors, on est effectivement dans un univers en perpétuelle évolution. Je crois que c'est un peu un lieu commun, mais c'est une réalité. Les choses vont de plus en plus vite d'un point de vue technologique, et on voit de nouveaux usages qui se traduisent en particulier par des éléments que vous connaissez tous, en termes aujourd'hui de cloud et d'informations, de systèmes qui sont vraiment diffusés partout sur le réseau. Le cloud prend aussi son essor au travers de la manière différente dont on manipule les données et les logiciels, notamment au travers de terminaux mobiles. On est de plus en plus amené à travailler sur ces téléphones pour tout un tas d'actions. Également des nouveaux appareils type tablettes tactiles qui permettent de traiter différents scénarios, que ce soit dans un cadre personnel ou dans un cadre professionnel. Et de plus en plus de scénarios qui nécessitent des connexions ou des appareils qui se connectent parfois sans même que l'utilisateur s'en rende compte, et des problématiques de partenariats intégrés divers et variés. En parallèle, les attentes ont tendance à augmenter, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Pourquoi? Parce que déjà, il y a ce qu'on appelle la consumérisation de l'informatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on se remet il y a quelques décennies en arrière, mais il n'y a pas si longtemps que ça, déjà même ne serait-ce qu'il y a une vingtaine d'années, en général, l'informatique était sensiblement plus avancée dans les entreprises que chez les utilisateurs, et pour cause. Si on revient encore plus avant, il y a 30 ans, un ordinateur, c'était pas quelque chose qui était accessible à un individu, il y avait que des entreprises qui pouvaient se le permettre, et donc on avait forcément des outils beaucoup plus puissants en entreprise qu'à la maison. En fait, au cours des dernières années, ça s'est inversé. Ça s'est inversé parce que la dynamique personnelle permet d'aller très très vite et de changer plus vite, alors que dans les entreprises, il y a souvent beaucoup d'enjeux à changer les systèmes. Et donc finalement, il est très très fréquent d'avoir un meilleur matériel soi-même et des meilleures applications que ce qu'on peut trouver mis à disposition par l'entreprise. Et du coup, l'utilisateur a un peu de mal à comprendre que les applications qu'il va utiliser dans son cadre professionnel soient moins ergonomiques ou moins faciles à manipuler que celles qu'il va trouver tous les jours sur son téléphone, même s'il y a des raisons à ça et que dans une entreprise, on n'a pas forcément les mêmes moyens, ou les applications ne sont pas diffusées aux mêmes échelles, et donc ne donnent pas les mêmes moyens. C'est quelque chose qui fait qu'en pratique, les attentes des utilisateurs augmentent énormément. Par ailleurs, dans de nombreux métiers, l'informatique, j'ai envie de dire de base, le socle des métiers, les fonctions transversales de finance, de comptabilité, etc. sont relativement maîtrisées, et l'attente dans tous les métiers verticaux, pour ce qui est des progiciels, etc., est souvent très avancée. On attend des choses de plus en plus pointues, de plus en plus spécifiques au métier, et on ne peut
pas se contenter simplement d'automatiser des tâches très bêtes. Il faut aller de plus en plus loin dans la connaissance des métiers. Si on est dans des secteurs tels que le retail, par exemple, il y a des problématiques de réassort de magasins, d'optimisation d'algorithmes, etc. Et c'est vrai, en fait, dans tous les domaines, il y a des problématiques de spécialisation. On a aussi une nouvelle génération de personnes sur le marché, aussi bien au niveau des utilisateurs que des développeurs, avec la génération Y, des gens qui sont beaucoup plus dans l'instantané, qui demandent une réactivité très forte, qui ont été habitués à manipuler tous ces outils et qui vont avoir un niveau d'attente élevé. Et on est dans une culture de l'instantané, avec une circulation d'informations qui est rapidement planétaire. J'y reviendrai aussi sur la concurrence, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une logique où les choses peuvent se faire à l'échelle de la planète. Donc on voit des choses, prenez Twitter, dès qu'il se passe quelque chose partout dans le monde, très très vite l'information diffuse et ça crée des attentes culturelles à la fois sur le fait que les choses doivent aller très vite et sur le fait que les choses doivent passer au-delà des frontières de manière évidente et normale pour tout le monde. Ça se traduit en réalité pour un certain défi pour les développeurs, parce que souvent on va aller beaucoup plus vite, les besoins sont souvent finalement assez flous en évolution perpétuelle, avec, comme je le disais, des attentes qui augmentent, souvent moins d'argent et moins de temps, parce qu'on se dit que maintenant on sait faire et donc il faut faire pour moins cher et pour plus vite. On sous-estime souvent le coût d'intégration. Et en parallèle, pour les équipes de développement, les équipes informatiques, on a des nouvelles technologies à intégrer qui sont des éléments de complexité, qui nécessitent souvent des compétences pointues de plus en plus rares, et puis une problématique d'équipe à gérer, parfois hétérogène, et comme je le disais avant, le poids croissant du code à maintenir, puisque tout ce qui a été développé précédemment nécessite d'être maintenu, et ça ne fait que grandir avec le temps, sauf quand on jette les applications, mais l'expérience prouve qu'on ne le fait pas assez, qu'on renouvelle difficilement, surtout quand on manque d'argent. Et donc la spirale infernale d'être un peu court en budget fait qu'on ne renouvelle pas assez. Et en fait, on a de plus en plus de dettes, et ce qui étouffe de plus en plus les leviers pour vraiment remettre à plat et renouveler ces applications informatiques. Nouvelle technologie, j'ai choisi un slide très simple pour l'illustrer. Ça, c'est issu de la bibliothèque de cours de notre partenaire américain Pluralsight. C'est juste quelques technologies. On voit que sur chaque technologie, il y a des ensembles de cours qui sont assez impressionnants. Et encore, ma copie d'écran date un petit peu, je l'avais faite il y a quelques mois. Leur bibliothèque, alors n'est plus tout à fait que sur le développeur, elle est aussi sur l'informaticien, mais ils en sont quand même à plus de 3000 cours, ce qui montre la richesse, la complexité des environnements et des éléments qu'on peut avoir à maîtriser quand on doit piloter ou faire marcher des systèmes techniques. Je le disais un petit peu auparavant, tout se passe à l'échelle planétaire. C'est vrai de la part de beaucoup d'entreprises, c'est vrai pour vos clients, ça donne aussi des opportunités, mais ça veut dire aussi qu'il faut être le meilleur dans cette concurrence qui devient mondiale. On a des géants, j'en ai mis quelques-uns ici, qui à eux tout seuls drainent des écosystèmes. J'ai mis ici notamment les géants qui ont un écosystème complet de partenaires, de fonctionnement, et qui sont aujourd'hui des poids lourds qui, d'une part, tirent le marché, et d'autre part amènent les utilisateurs à des attentes très fortes, puisqu'ils proposent des solutions à grande échelle avec des budgets qui sont assez colossaux, et qui sont capables d'amener tous ces acteurs des solutions sur le marché qui amènent des fortes attentes et qui évoluent aussi très vite. Et un acteur aujourd'hui doit en général faire face à cette concurrence mondiale, pas forcément en concurrence avec ces gens-là, mais avec la concurrence, l'environnement concurrentiel qui est permis par toutes les technologies amenées par ces acteurs. Je le disais, la dette technique, j'en ai déjà parlé, quelque chose de plus en plus lourd qu'il faut porter et qu'il faut continuer, de faire marcher les systèmes pendant qu'on conçoit les systèmes futurs et qu'on fait évoluer pour intégrer les nouveaux appareils, les nouveaux modèles du cloud, etc. Et c'est souvent une des grandes difficultés qu'on constate sur le terrain. Alors, une fois qu'on a posé un petit peu le décor, comment je fais pour gérer mes équipes de développement? Quelles sont déjà les grandes problématiques et à quoi je vais mesurer que finalement mes équipes sont efficaces ou productives? Pour nous, il y a 6 dimensions clés. Alors, on les a regroupées. Évidemment, dans le détail, il y a beaucoup de choses, mais on regroupe vraiment en 6 dimensions clés. La première, finalement, si je regarde un petit peu la rosace, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est l'alignement. L'alignement, c'est quoi? On va venir sur un deuxième slide qui explique un petit peu ça. L'alignement, c'est la capacité en fait de l'équipe à produire du code qui apporte de la valeur à l'entreprise.
de la valeur par rapport à ce que ses clients attendent, par rapport à ce que les utilisateurs de l'application vont pouvoir mettre en œuvre pour faire le métier donc, de l'entreprise et satisfaire ses clients. La réalité du terrain montre que beaucoup de la problématique du développement, c'est déjà d'être bien aligné sur la demande, d'une part que la demande soit bien exprimée, et ensuite d'être bien aligné dessus. Et on a forcément une divergence. La flèche verte, idéalement, devrait être horizontale. Elle ne peut pas l'être parce qu'on ne peut pas décrire de manière parfaite les systèmes voulus. On ne connaît pas d'ailleurs l'attente de manière fine. Personne ne peut connaître l'attente de manière fine sur un quelconque métier. Et en plus, c'est en perpétuel mouvement. Donc, c'est un travail assez complexe qu'il faut mener pour rester aligné sur ce qui crée de la valeur. Et sur le schéma, on illustre ici la différence qu'il peut y avoir entre une équipe qui arrive à bien s'aligner et une qui part, on va dire, un petit peu en diagonale avec un certain nombre de fonctions, soit qui seront superflues parce que on a codé des choses qui finalement n'étaient pas très utiles ou ne seront pas utilisées dans la vraie vie, on ne pouvait pas le savoir, les utilisateurs pensaient que ce serait bien les gens qui ont défini le système, mais finalement les utilisateurs à l'usage ne l'utilisent pas. Et puis dans les superflus, il peut y avoir aussi des écarts techniques, des choses qu'on développe alors qu'on n'avait pas vraiment de besoin, c'était déjà dans des outils, mais on a recodé. Et l'équipe logicielle 1, vous voyez, qui s'écarte carrément et qui a beau travailler beaucoup, en fait, si on fait sa projection sur l'axe de valeur, finalement elle est très très peu productive, elle est 2 fois moins productive que l'équipe 3, alors qu'a priori elle travaille autant en quantité. Et si on regarde l'équipe 2, elle produit plus en fait, la longueur de flèche est plus grande et pourtant elle a moins de valeur que l'équipe logicielle 3, qui va avoir une flèche un peu plus courte, mais dont la projection sur l'axe de valeur sera plus avancée. Avec une double conséquence, d'une part donc une efficacité plus grande, ce qui souvent est important aussi même d'un point de vue psychologique parce que les fonctions sont bien utilisées. Évidemment le gain immédiat sur la création de valeur, mais aussi le gain à long terme parce qu'en maintenance, tout ce qu'on a développé de superflu d'inutilisé, en pratique, c'est pas toujours si évident que ça de l'extraire, c'est-à-dire de l'enlever, et donc on va se retrouver quand même avec une maintenance sur des choses qui sont pas utiles ou qui sont trop complexes. Ici un exemple, alors on va pas nommer de client, mais c'est issu d'un réel audit qui avait été mené chez un éditeur de logiciels qui avait développé pendant un certain temps on va dire les bases, les fondations de ce qui voulait être sa nouvelle génération de logiciels. C'est un éditeur métier qui a vocation avant tout à faire du code fonctionnel. Pourtant, les équipes se sont concentrées sur la mise en place d'un framework technique avec de très bonnes intentions au départ, l'intention étant d'essayer de fédérer pas mal de choses dans un framework technique pour aller beaucoup plus vite après sur le fonctionnel, minimiser aussi le code fonctionnel et donc aller plus vite. Sauf que malheureusement, dans la réalité, ces démarches amènent souvent à une surcomplexité. C'est déjà difficile de faire des frameworks techniques et surtout, on a un effet assez négatif de concentration de l'effort sur des choses qui sont parfois très techniques mais pas forcément utiles au métier. Et on est très vite dans un biais quand on fait trop d'efforts sur ces parties techniques. Là, clairement, la proportion de code est beaucoup trop importante sur la partie technique. Elle reflète une déviation des objectifs. Les équipes se sont totalement focalisées sur de la production de code technique alors que la valeur ajoutée de l'entreprise était dans les parties vertes. Concrètement, ça a des conséquences assez lourdes parce que derrière, il a fallu reprendre complètement l'architecture et c'était des budgets assez conséquents. C'est des choses qui n'est pas forcément évident de voir pour le management parce qu'il faut être un petit peu expert pour arriver à identifier la réelle répartition du code, où est-ce que ça se situe, et souvent on fait confiance aux équipes pour se piloter, mais c'est très très dépendant de la compétence et du recul qu'ont les gens qui vont piloter cet effort. Sachant que là il n'y avait pas de mauvaise intention, c'était de bonne foi, les personnes ont vraiment voulu faire un framework qui leur donnerait du levier, mais ils se sont finalement lancés dans quelque chose qui leur a pris beaucoup plus de temps qu'ils n'imaginaient et qui en plus posait un certain nombre de difficultés techniques à maintenir. Donc l'alignement est vraiment le levier clé, en fait, c'est pour ça que je l'ai mis en premier, parce que c'est souvent là qu'on a le plus gros effet de levier, aussi bien dans les erreurs que dans l'efficacité. C'est-à-dire que si on travaille même pas très vite, mais qu'on est parfaitement aligné, on va être une équipe en fait de développement très très efficace. Alors évidemment, un deuxième élément qui est quand même très important, même si c'est souvent ce que les gens mettent en premier, ou en tout cas auquel les gens pensent en premier, c'est la qualité. La qualité, c'est évidemment important parce que être aligné et développé, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut quand même que ça marche. Et dans la qualité,
je positionne un certain nombre d'éléments fondamentaux, parce que la qualité, c'est un mot qui est assez large, mériterait d'ailleurs un séminaire à part entière. On a d'ailleurs, au niveau du blog de Softfluent, posté un billet sur les tests il y a quelques années, et c'est le billet qui est le plus consulté, ce qui prouve que le sujet de la testabilité des logiciels, des différentes dimensions que ça revêt est complexe. Voilà, la qualité, c'est vaste, en fait, il y a plusieurs parties. Il y a évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est la fiabilité. Un logiciel qui produit des erreurs, forcément, entraîne une perception de non-qualité. Maintenant, un logiciel peut être relativement fiable, ne pas poser de problème dans les traitements et ne pas avoir la qualité requise pour faire le besoin. Pourquoi? Si par exemple il n'est pas performant, un logiciel qui vous répond, il met 1 minute à vous répondre, à vous rendre la main sur un traitement, très vite vous allez vous lasser. On est tous des utilisateurs de logiciels et on sait très bien que si un logiciel prend du temps à faire quelque chose, on ne l'utilisera pas, quelle que soit la puissance. Donc il est important de travailler cet aspect de performance. Quand certains traitements doivent prendre du temps parce qu'ils sont structurellement complexes, il faut donner une expérience utilisateur qui permet de garder une perception de qualité. Lancer des traitements batch si c'est nécessaire, montrer à l'utilisateur que son traitement est en cours, qu'on est en train de traiter beaucoup de données, etc. Et en tout cas donner une impression, une perception de performance à l'utilisateur, c'est vital. Le troisième élément, c'est la montée en charge. Alors là, il y a parfois une confusion avec la performance. La montée en charge, c'est pas la performance, c'est le fait de pouvoir, pour un système donné, grandir selon une dimension à définir. Ça peut être le nombre d'utilisateurs, ça peut être les volumes de données à traiter, ça peut être le nombre de services ou de clients différents qu'on va gérer, ou de pays, ou de marques, si on a une stratégie multimarque, peu importe le critère, mais c'est pas forcément lié à la performance. Il peut y avoir des systèmes qui sont très performants, qui vous répondent très vite, qui traitent des données de manière très très rapide, mais qui ne peuvent pas monter en charge, qui par exemple vont s'arrêter à 1000 utilisateurs, parce qu'ils n'ont pas été conçus pour qu'on puisse les faire grandir. Et souvent, il y a même une forme d'opposition. Il y a un moment où pour gérer la montée en charge, il faut faire un petit compromis de performance pour avoir conçu dès le départ la manière dont on allait monter en charge. Le web a amené globalement des besoins de montée en charge plus forts, parce qu'on est souvent dans des contextes justement planétaires avec beaucoup d'utilisateurs, éventuellement des sociétés externes qui se connectent. Et donc dans les systèmes, il faut de plus en plus d'utilisateurs. Et donc la problématique de montée en charge a parfois pris le pas sur la performance pure, sachant qu'en performance pure, on est aussi capable avec les machines d'aujourd'hui de traiter beaucoup plus de choses. Donc les enjeux de performance sont souvent moindres et beaucoup plus remplacés par des enjeux de montée en charge. Après, ça dépend évidemment du domaine et ça suppose tout de même qu'on se soit un peu soucié de la performance, parce qu'il y a aussi des équipes de développement qui du coup se disent la performance c'est pas un sujet, et si on code pas avec le bon niveau, avec les bons outils, les bons langages, on peut quand même très vite générer des problèmes de performance. On voit fréquemment sur des projets de développement des gens qui lancent des milliers de requêtes alors qu'il en suffirait d'une, simplement parce qu'on utilise des outils qui masquent des bases de données, qui n'en tirent pas parti. Et il y a quand même un moment où si on fait ça de manière totalement inconsciente et qu'on le combine à des boucles, ça va poser des problèmes d'efficacité. Sans même parler de la surconsommation et du développement durable. Enfin, l'exploitabilité, ça c'est un sujet qui est très très notoirement sous-traité. Enfin, pas sous-traité, je veux dire, pris en compte par les développeurs, parce que les développeurs, ils disent souvent, ça tourne sur mon poste, donc ça marche. Non, un logiciel, il n'est pas fait pour tourner sur le poste du développeur, il est fait pour tourner dans un environnement de production. Ça peut être sur des serveurs de production, ça peut être sur des machines desktop, ça peut être sur des terminaux mobiles, peu importe, mais ça doit fonctionner dans l'environnement pour lequel il est prévu. Et souvent, pour qu'un logiciel marche bien, qu'on puisse aussi identifier quand il a des problèmes, qu'on puisse renforcer la fiabilité, il faut qu'il soit exploitable. Il faut qu'il puisse tourner sans qu'il y ait 3 personnes derrière à faire marcher la machine ou à redémarrer les services. Il faut que quand il y a une erreur, on puisse comprendre assez vite d'où ça vient ou remonter l'information qui va permettre au développeur de la corriger. Il faut qu'on puisse également éviter d'avoir par exemple des données qui soient corrompues ou des choses comme ça, ou des verrouillages sur des bases de données. On voit souvent ce genre de choses qui sont des fois des problèmes très très difficiles à reproduire, et si le développeur n'a pas bien conscience de la manière dont fonctionnent les choses en production, on peut très vite générer des problèmes d'exploitabilité qui sont très très coûteux et qui vont induire une non-qualité dans l'utilisation du logiciel. Enfin, l'ergonomie et la facilité d'utilisation. On m'avait fait parfois la remarque sur la documentation qui pourrait faire partie à part entière de cet élément-là. Je ne l'ai volontairement pas mis parce que je pense que ça dépend des logiciels.
Beaucoup de logiciels, finalement, les gens ne lisent jamais la documentation. Donc si l'ergonomie, la facilité d'utilisation ou l'aide intégrée au logiciel permet de le faire, pourquoi pas? Prenez un logiciel tel que Salesforce, c'est relativement facile à utiliser, il y a des éléments de documentation intégrés dans l'application. Finalement, ce qui est important, c'est la manière dont tout ça est articulé. Et donc, je mets dans un même lot l'ergonomie, facilité d'utilisation et documentation. À l'inverse, pour des produits par exemple de développement, une documentation est importante parce qu'un développeur doit pouvoir se référer à une documentation et trouver l'ensemble des options possibles. Voilà. Mais ce qui est surtout important globalement pour un logiciel et qui est le point commun, c'est qu'il faut qu'on puisse l'utiliser, que ce soit relativement simple, intuitif et ergonomique, puisque c'est ça qui va faire qu'on va avoir une utilisation fluide et efficace par les utilisateurs et aussi une adoption, ce qui est quand même pas négligeable parce que dans le fonctionnement d'une application, son succès, c'est aussi le fait que les utilisateurs s'approprient l'outil, aient envie de l'utiliser et du plaisir à l'utiliser. C'est un élément très important de succès des applications. Que ce soit une application d'ailleurs interne dans une entreprise ou un logiciel que vous allez vendre. Voilà pour le deuxième point, j'espère que c'est clair jusque-là. Donc on a parlé alignement, on a parlé qualité. Un troisième élément qui est parfois un petit peu tabou dans le monde des développeurs, c'est que les développeurs n'aiment pas trop qu'on analyse leur productivité. C'est vrai que c'est un métier qui est relativement artisanal et sur lequel il faut se méfier beaucoup d'analyse de productivité, on va dire un peu trop directe. On n'est pas dans un métier, en tout cas c'est pas ma conviction, où on pisse du code. On est dans un métier où la conception est très intégrée au développement, donc il y a un aspect de responsabilité du développeur qui est important, qui fait qu'on peut pas enlever cet aspect-là et mesurer simplement de la production comme s'il n'y avait aucune réflexion. Pour autant, je reste convaincu que certains éléments peuvent s'apprécier et qu'on est capable de se rendre compte du niveau de difficulté de tel ou tel développement, notamment dans les applications de gestion. On peut se référer à des entités métiers, les notions en fait qu'on va être capable d'abstraire, le nombre d'écrans qu'on va avoir. Derrière un écran d'une taille donnée, il n'y a pas matière à avoir une complexité infinie, en dehors de traitements algorithmiques ou de choses comme ça, mais qu'on met un peu à part. Et de la même manière, on peut identifier les traitements, les services spécifiques, ce que j'appelle les états simples ou complexes, donc tout ce qui est reporting. Et puis pareil, dans tout ce qui est entité, on est capable de donner un peu les règles ou les exigences. Et finalement, au travers du petit tableau que j'ai mis à droite, on est capable normalement de dénombrer un peu la complexité, les éléments qui font la complexité d'un logiciel à réaliser et d'avoir des éléments d'appréciation de la quantité de ce qui est produit. Et ce qui est important, c'est de rapprocher le coût de la valeur, donc de ce qui est produit, ce qui est malheureusement assez peu fait. Souvent, les gens se contentent de mesurer le coût et les jours hommes. Pourtant, c'est très important de savoir ce qu'on a produit. D'autant que dans pas mal de cas, ce qu'on observe sur le terrain, c'est qu'il y a vraiment deux modes. Il y a un mode peu industriel dans lequel on fait un peu les choses à la main, on va assez vite au départ, mais on se rend compte que plus on avance, plus c'est coûteux, plus chaque modification devient complexe, d'où la courbe rouge qui part un petit peu de manière divergente et qui fait d'ailleurs qu'à un moment donné, on n'arrive plus à passer la barrière d'un certain nombre d'entités. Et à l'inverse, un mode industrialisé qui nécessite la mise en place un peu d'outils, de choses qui permettent la scalabilité sur le nombre d'entités et qui, au final, permet d'atteindre le but. Là, par contre, c'est souvent assez complexe de bien le faire, notamment quand les technologies évoluent. Ça suppose un vrai investissement de réflexion dans la méthodologie, dans les outils, et d'avoir les bonnes personnes qui pilotent cet effort et qui le maintiennent dans le temps. Parce que là, j'ai mis une courbe, mais à certaines vagues technologiques, il y a des petits réinvestissements à faire pour rester dans un mode industrialisé à jour. En tout cas, la productivité peut se mesurer avec un certain nombre d'éléments. On est capable de le faire aussi au travers de notre produit Code Fluent Entities puisqu'il nous donne des métriques sur à la fois les entités, les règles, les différents éléments qu'on va produire. C'est pas forcément le cas quand on code de manière plus directe sans des outils pour abstraire un petit peu la technologie et avoir une bonne visibilité. Et ça nécessite un effort, mais on peut tout de même, quels que soient les outils qu'on utilise, trouver un certain nombre de métriques sur ce qui est réellement produit. Ne serait-ce que le nombre de lignes de code, même si c'est une métrique qu'il faut interpréter avec prudence, suivant comment le code est bien écrit ou par exemple dupliqué, répliqué. Quatrième point, c'est un point sur lequel je vais un peu plus insister parce qu'il me semble extrêmement important. Il est souvent sous-évalué. On est souvent dans les problématiques de développement et en fait, on se trompe sur une application. Ce qui est coûteux, c'est pas tant le développement initial que la vie
la vie de cette application. Je ne connais pas d'application qu'on développe une fois et qu'on fasse très peu bouger, c'est faux. Si elle est utilisée, en général, une application, ça dure au minimum 10 ans. C'est très rare que ce soit jeté plus vite. Et dans la réalité, sur 10 ans, il est impossible qu'on ait vu à l'avance les 10 ans de besoins qu'on devait couvrir, et donc il y aura des évolutions. Donc je me suis amusé à faire un petit tableau qui modélise, ça vaut ce que ça vaut, mais une application dont le développement initial coûterait 100 et qui vivrait au fil du temps. Il est assez fréquent qu'après une année, on ait quand même un certain nombre d'évolutions parce que c'est la première fois qu'on fait l'application. On a raté un pan relativement important, donc on a en année 2, on a des évolutions pour un coût de 30. C'est ce que signifie le tableau. Puis en année 3, un coût de 15, et puis finalement après 3 ans, on a quand même une évolution majeure, donc on remet 50, et ainsi de suite. Alors, les chiffres ici sont totalement arbitraires, hein. Il s'agit d'un profil d'application imaginaire dans lequel on aurait finalement un gros développement et 2 grosses phases d'évolution et qui aurait vécu 10 ans. L'autre hypothèse importante, c'est qu'on part du principe qu'en maintenance, on va se générer, c'est le modèle d'ailleurs de pricing de maintenance des éditeurs de logiciels, souvent entre 15 à 20%. Donc on peut penser que ça correspond à une réalité des coûts qu'on va avoir chez les grands éditeurs, et c'est assez cohérent avec l'observation de terrain, c'est que la dette, en fait, elle coûte 15% du code que vous avez écrit. Et donc vous avez 15 en année 2 pour la maintenance de ce que vous avez développé en année 1, mais en année 3, vous allez vous retrouver à devoir maintenir finalement à la fois le développement initial, mais également les évolutions, ce qui fait que ce 15% va devenir 20, et ainsi de suite. Il va y avoir un effet cumulatif qui se traduit sur le dessin par la partie la plus claire, qui est la montée en puissance de la maintenance, et vous voyez que c'est ce qui constitue petit à petit l'essentiel du coût de votre développement. Et je prends le parti que c'est cohérent avec mon observation de terrain, qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'applications, on est en fait en année 10, et beaucoup des services informatiques sont finalement très pris par la maintenance et ont assez peu d'énergie à investir dans les évolutions. Et en tout cas, pas mal de leurs applications sont dans ce mode, et parfois il y en a une qui repart en phase de développement initial, mais c'est important de comprendre ces éléments-là et ces hypothèses pour comprendre la suite de l'explication. Qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit finalement que pour un développement initial de 100, on a finalement une charge totale au fil des 10 ans de 600. Alors, comme je vous l'ai dit, tout ça c'est des hypothèses. J'ai pris l'hypothèse de 15%, j'ai pris l'hypothèse de ces 2 grandes évolutions. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça recoupe également l'expérience de quelqu'un qui est assez connu dans le métier, qui s'appelle Yves Cazot, qui a écrit pas mal de livres sur l'urbanisation et qui avait sorti ce chiffre dans une conférence. Je me souviens qu'une application coûtait 6 fois son développement initial, parce qu'au fil du temps, il y avait des évolutions, il y avait de la maintenance, donc c'est relativement cohérent. Donc je pense que mon profil n'est pas très éloigné de la réalité d'une application moyenne. Évidemment, chaque application a son cycle différent, mais ça donne une base de réflexion. Alors, à partir de là, on s'est amusé chez Softfluent à définir un modèle pour chiffrer la dette, et notamment chiffrer comment cette dette va évoluer si on s'écarte un petit peu. Donc on va partir du principe que l'alignement est clé et que finalement toute équipe de développement va introduire une surcomplexité parce qu'elle ne peut pas être 100% alignée. Alors on va le faire en partant à 10%, et 10% c'est bien, hein. J'estime que si on s'écarte à 10% du besoin idéal, on est plutôt sur une équipe qui est assez efficace. Et on va se rendre compte déjà que par rapport au scénario nominal qu'on avait imaginé, alors on prend un petit impact de 10, évidemment 10% en année 1, mais tout ça va se cumuler, notamment sur la maintenance, et on se rend compte qu'en année 2, déjà de 45, on est passé à 53, ce qui est un petit peu plus que 10%, et ainsi de suite au fil des ans, pour que finalement en année 10, on se retrouve avec une charge, vous voyez, de 83, alors qu'on se retrouvait avec une charge de 52 en première année. Et là encore, je le rappelle, pour moi, 10%, c'est plutôt une bonne équipe. Donc, si on arrive à faire 12 ou 8, vous allez avoir des écarts très grands, et vous allez le voir, on va jouer avec des chiffres un peu plus hauts. Et l'écart est fort, et si on le cumule sur les années, vous voyez que de 600, on est passé à 856. Et surtout, on voit que la maintenance va prendre une part importante. Si on considère que 100 au départ était un budget intéressant pour l'application, et en année 10, sur le sans écart, on a déjà la moitié qui est bouffée par la maintenance de manière naturelle parce que l'application a évolué. Si on a mis 10% de surcomplexité, on a déjà 70 qui a été bouffé par la maintenance. Donc vous voyez que la capacité à lancer des nouveaux projets en est réduite d'autant.
Si maintenant on passe à 20%, on se rend compte qu'en fait, l'effet de levier est évidemment bien plus grand et c'est la magie des suites exponentielles, c'est qu'on se retrouve très vite à avoir des chiffres qui grandissent et là maintenant on a des 10, on n'est plus seulement à une progression handicapante, on est vraiment à 139 de charge rien que pour gérer les évolutions de la maintenance et en fait on a dépassé même la barre des 100 sur la seule maintenance. Et si on fait le total des jours consommés, depuis le début du projet, on a fait complètement doubler la charge pour un écart qui est finalement de 20%, qui n'est pas si énorme. Voilà, c'est pas si évident de ne pas trop s'écarter de ce qu'il y a à faire, d'où l'importance de l'alignement et de la gestion en fait de cette dette, de ne pas garder des choses qui sont superflues au niveau technique. Enfin, si on va à 30%, alors là l'effet est colossal, on a triplé le budget de départ, on est très vite les chiffres ont tendance à diverger et on se rend compte en année 10 qu'on est dans des consommations qui sont colossales. Là maintenant c'est à 168, la moindre évolution va coûter, oui, on était au départ sur une évolution qui coûtait 5, je rappelle dans un modèle bien maîtrisé, cette évolution va en fait coûter 70. Ça peut paraître délirant, mais c'est vraiment la réalité de la courbe rouge de départ sur l'aspect, c'est de plus en plus complexe de faire évoluer une application. Et bien c'est ça, quand on s'est vraiment écarté, qu'on a fait des choses surcomplexes, en fait en bout de chaîne, la moindre petite modification va coûter très très cher parce qu'elle va tirer beaucoup de choses et c'est vraiment l'observation qu'on fait sur le terrain. Alors on s'est amusé à faire ce modèle dans un livre blanc, je vous enverrai si ça vous intéresse, je propose à l'ensemble des participants, en général les gens nous le demandent. On a un livre blanc où on détaille un petit peu tout ça. J'ai aussi ajouté un autre scénario que je ne vais pas développer là, mais qui est de se dire, mais finalement si j'ai fait 30% de surcomplexité, mais que je gère la chose, et qu'au bout de 2 ou 3 ans je me rends compte, parce que j'ai eu les tableaux, donc je ramène ma surcomplexité à 20%, 10%, puis 0%. J'ai fait l'exercice, et donc c'est l'équipe que j'ai appelée ici l'équipe 4. Et vous voyez que quand on fait les courbes des différents coûts, donc l'équipe 1 qui est très efficace est en vert, l'équipe 2 est en orange, l'équipe rouge qui est à 30% est totalement explosé les budgets, mais l'équipe 4 qui était mal partie a beau ramener ça à 0%, c'est-à-dire même mieux que l'équipe verte qui est à 10%. En fait, elle n'arrive même pas à rattraper l'équipe 2 qui est à 20%, alors qu'elle a ramené tout ça à 0%. Les tableaux détaillés sont dans le livre blanc, je pourrais vous les envoyer. Et c'est un élément qui est intéressant aussi et qui corrobore les observations qu'on a pu faire sur le terrain, c'est qu'un projet qui est mal parti revient difficilement sur les rails. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez finalement très très mal conçu quelque chose, vous êtes parti trop en écart, que les équipes ont raté leur démarrage en développement, il vaut parfois presque mieux tuer le projet et refaire un nouveau départ que essayer de rattraper en cours de route, parce que finalement quand on est dans des écarts de complexité, on a la plus grande difficulté à ramener à partir du moment où on doit se traîner le boulet de la charge de départ ou de la chose qui a été mal conçue au départ. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est effectivement quelque chose qu'on a pu observer et qui est une réalité, mais qui est très difficile à prendre, parce que là évidemment on fait la projection en année 10, mais quand on est en année 2 ou 3 et qu'on fait le constat qu'on a été un peu trop complexe, on espère d'abord toujours avoir mieux fait que ce qu'on croit, et puis on imagine qu'on va pouvoir redresser un peu le tir, alors qu'en fait c'est un peu comme une fusée. Si le départ est raté, vous n'arriverez jamais à mettre la fusée sur orbite. Vous avez beau essayer de refaire des moteurs, réactiver tout ce que vous voulez, si vous êtes parti de travers, la fusée prendra jamais sa trajectoire. Enfin, un autre élément, j'en ai parlé un tout petit peu dans les graphiques précédents, c'est qu'il faut aussi éclairer ces problématiques de dette du besoin que vous pouvez avoir de faire de nouveaux projets. Et donc, non seulement quand vous êtes bouffé par l'existence, ça coûte cher, donc on voit un petit peu les courbes ici en projection en 3 dimensions, donc sur la troisième profondeur, on a le poids de l'existant. On voit évidemment que l'équipe 3 est totalement étouffée, et j'ai mis en fond ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'une organisation donnée, si c'est des organisations comparables, elles ont un budget comparable de 170. J'ai pris un peu une hypothèse un peu au hasard. Ce qui est intéressant, c'est que l'équipe 1 qui a bien géré, finalement, normalement, quand on est dans quelque chose de maîtrisé, votre poids d'existant va vous manger la moitié de votre énergie, ce qui est à peu près normal pour une équipe informatique. C'est effectivement d'avoir la moitié sur l'existant et la moitié sur ce qui est nouveau. Et finalement, si vous avez un nouveau projet de 70 avec les 87 de disponibles, vous avez même un peu de marge de manœuvre. C'est la situation idéale.
Dans la réalité, l'équipe 2 a dévié, du coup elle traîne un poids de l'existant qui est fort, et même si finalement l'équipe 2 elle est pas si mauvaise, elle est à 20%, elle va souffrir énormément parce qu'en fait le réellement disponible qui va lui rester est de 31. Elle n'a pas forcément d'ailleurs communiqué que ça se passait si mal, souvent les gens cachent un peu, et donc du coup on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à faire le projet de 70 parce qu'on n'a que 31 et ça devient très compliqué à gérer parce qu'en fait on n'a tout simplement pas les moyens de le faire. Et ça devient souvent une espèce de fuite en avant. L'équipe 3 est totalement plantée, c'est pour ça que j'ai mis un budget plus gros, parce qu'en fait, dans la réalité, quand on arrive à ces situations, l'entreprise n'a pas eu de choix qu'allouer plus de budget. Donc, paradoxalement, c'est des fois des équipes qui ont plus de budget que les autres, parce qu'elles se sont habituées à travailler finalement avec des besoins forts et à entretenir des systèmes coûteux. Et en fait, voilà, elles ont néanmoins très peu de disponibles parce qu'elles continuent de mettre dans cette dette de manière plus ou moins masquée. Des fois, d'ailleurs, elles vont afficher autre chose. Voilà. Et enfin, l'équipe 4, qui a réussi à ramener un peu, est quand même très très en difficulté. Et ce qui est surtout important de raisonner, c'est effectivement ce réellement disponible, c'est-à-dire que la différence entre ce que vous consacrez à la dette et le budget que vous avez, c'est ça qui est intéressant, c'est un peu comme le budget d'un ménage. Le salaire en tant que tel, c'est une chose, mais si vous avez beaucoup de charges, forcément, ce qui est intéressant, c'est le degré de liberté que vous avez entre vos revenus et une fois que vous avez enlevé les charges fixes. Ce qui fait que des gens qui peuvent avoir un différentiel de salaire qui paraît faible de manière nominale, si finalement ils ont une charge fixe assez proche, où il y a des choses irréductibles telles que la nourriture, finalement l'écart de niveau de vie est très important parce que c'est une fois qu'on a enlevé l'absolue nécessité, le différentiel est évidemment plus grand que le différentiel du global. C'est un peu le même raisonnement ici. Enfin, je ne vais pas me perdre trop dans les détails, mais je vais finir sur deux autres petites dimensions. L'aspect prédictibilité. Alors, en ce moment, la mode est aux méthodes agiles, donc ça a un certain nombre de vertus. C'est des méthodes qui permettent d'éviter l'effet tunnel, donc ce qui est quand même intéressant, on voit ce qui se passe. Et on a par exemple des graphiques tels que celui du dessus qui permettent d'être prévisibles entre guillemets. On voit par itération ce qu'on est capable de produire, donc c'est assez séduisant. On se dit qu'on est prédictible. Le petit inconvénient, c'est qu'on raisonne à l'itération, donc même si la méthode agile a un certain nombre de vertus pour éviter l'effet tunnel et pour piloter une équipe au niveau, j'ai envie de dire, microscopique, c'est-à-dire au niveau du quotidien et des itérations, elle n'apporte pas de solution sur le pilotage macroscopique des équipes de développement. Je pense aux éditeurs qui doivent concevoir des roadmaps, je pense aux entreprises qui doivent quand même avoir des plans de déploiement des applications sur plusieurs années, et donc l'Agile n'apporte pas du tout de solution là-dessus, puisque par principe, on va se définir le projet en cours de route et on n'est pas bon à faire des grandes prévisions, on n'est pas bon à avoir des évaluations globales et donc à pouvoir donner des ordres de grandeur, par exemple à des financiers pour faire des go-no-go, parce que justement tout est défini au fil de l'eau. Donc, je pense que la méthode agile a sa place, a ses vertus pour piloter des projets, mais elle ne permet pas seule de résoudre toutes les problématiques de pilotage et il est important d'avoir des processus plus macroscopiques, des moyens d'évaluer l'ampleur d'un projet de développement, d'avoir une idée de son ordre de grandeur de coût, voire de définir son coût et de le piloter ensuite en méthode agile par rapport au coût, en disant voilà, j'ai dimensionné telle équipe, qu'est-ce que je fais équipe prioritaire. La méthode agile permet surtout en fait d'associer le responsable produit et donc de le responsabiliser sur les arbitrages et de le mettre dans le même camp que les développeurs, c'est là sa vertu. Et d'expérience, il est souvent plus intéressant de fonctionner avec un budget prédéfini si on peut le faire et de faire des arbitrages de périmètre en pilotant par les coûts. Et du coup, il faut avoir un autre processus qui permet de faire des travaux plus macroscopiques. Il faut avoir une idée de comment chiffrer les développements par son expérience, par des ABAC, par un certain nombre de critères qu'on peut avoir en fonction de l'entreprise. Et j'ai mis par exemple ici une roadmap produit telle que celle de Visual Studio, puisque ça parle aux développeurs, qui est quelque chose d'assez macroscopique dans le temps. Et on voit d'ailleurs très bien que sur ces types de roadmap, on a des plannings qui sont relativement globaux à l'année, au trimestre, et qui souvent d'ailleurs sont rarement tenus par Microsoft, mais par les autres éditeurs non plus. C'est souvent des roadmaps difficiles à tenir, sauf à faire l'inverse, là encore. De même qu'on peut piloter par le coût, on peut piloter par la roadmap, c'est ce que font des éditeurs SaaS, notamment Salesforce, qui a de toute façon une roadmap avec des versions été-hiver et rentreront dedans ce qu'ils auront eu le temps de développer. Et évidemment, ils vont avoir un processus de plus en plus fin pour savoir ce qu'ils sont capables de faire rentrer et de valider avant de le mettre dans les mains de l'utilisateur.
Enfin, petite cerise sur le gâteau, ce point-là, c'est un peu la 6e dimension plus, surtout pour les éditeurs de logiciels. La créativité dans les équipes de développement, ça peut être extrêmement dangereux. C'est dangereux si vous avez des gens qui ne remplissent pas les critères d'avance. C'est-à-dire que si on n'est pas bon sur les 5 dimensions précédentes, il faut se méfier de la créativité. Ça peut être un facteur d'écartement. Néanmoins, les meilleures équipes de développement, celles qui vont amener des produits innovants, qui vont faire bouger, qui vont créer de la valeur sur le marché, sont des équipes qui vont créer de la différenciation. C'est souvent des équipes qui ont maîtrisé les 5 dimensions précédentes, plus ajouter une petite touche de créativité. Donc quand on a des gens qui sont seniors, qu'on a outillé notre chaîne de production, qu'on a une méthodologie éprouvée, qu'on a réussi à faire le lien entre conception et réalisation, on va avoir des gens qui vont connaître le métier et le secteur, qui vont être techniques et qui finalement, au niveau même des équipes de développement, vont peut-être proposer des innovations. C'est pas forcément que les gens du marché qui peuvent le faire. Au contraire, je pense que les développeurs sont très bien placés pour. Et on voit d'ailleurs beaucoup de grands succès dont les fondateurs à l'origine sont des gens qui ont participé de manière très active au développement, que ce soit des Facebook, des Google, des Microsoft ou autres types de sociétés de ce genre. On a à un moment donné des gens qui étaient eux-mêmes dans le développement, qui ont été capables, d'imaginer comment le développement allait créer, répondre à de nouveaux usages et de nouveaux besoins. Donc cet aspect-là peut être intéressant pour se différencier, il faut le cultiver. Parfois ça peut être aussi une petite équipe en plus qui va amener un certain nombre de travaux. Après la difficulté de ces modèles-là, c'est qu'il faut l'industrialiser, il faut se méfier des effets prototypes et des choses comme ça. Donc il faut toujours relier la créativité des prototypes avec qu'est-ce qu'on est capable d'industrialiser et vraiment de faire pour servir des vrais besoins. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la performance des équipes de développement. Bien sûr, ça n'est que, on a effleuré le sujet, ça a permis d'aborder pas mal d'éléments. J'espère que ça vous donne quelques clés de lecture, quelques clés de réflexion par rapport à vos propres expériences. Je vous invite à répondre à un très bref sondage qu'on fait à l'issue de ce webinaire pour nous dire si ça vous a plu ou pas. Donc voilà, merci les équipes techniques d'envoyer le sondage pour nous répondre sur cette petite question. C'est important pour nous pour continuer de vous apporter le plus de valeur possible. On va être amené de plus en plus chez Sofluent à faire des webinaires sur différents thèmes pour partager notre expérience et entretenir un échange avec la communauté. D'ailleurs, n'hésitez pas à consulter nos blogs. On a des blogs sur sofluent.com. On en a un en français aussi sur blog.sofluent.fr, blog au singulier, où on partage notre expérience sur différentes problématiques de développement. Et également, je vous invite à vous abonner à nos newsletters ou à me demander, n'hésitez pas également à écrire à info@sofluent.com si vous voulez recevoir le livre blanc écrit. Donc il y a un livre blanc papier qui va plus en profondeur sur ce que je vous ai présenté aujourd'hui, notamment le modèle de dette et les différents tableaux. Voilà, donc si vous voulez recevoir le livre blanc, n'hésitez pas à répondre au sondage. Et on fera en sorte de vous l'envoyer. Envoyez-nous un petit email au besoin en le doublant sur info@sofluent.com avec votre adresse postale, qu'on puisse vous envoyer la version papier. Merci à vous. Je vous laisse répondre donc au deuxième sondage. Et puis, une fois que tout le monde aura répondu, ce webinaire est terminé. Si vous avez des questions, vous pouvez poser quelques questions dans l'espace prévu à cet effet. Merci à vous.